Bonjour à tous, merci d'être là. Je suis très honorée de participer à Searchwhy 2022. Merci à Philippe Yonnet de l'avoir organisé et à tous les organisateurs de Searchwhy. Donc, on va planter le décor tout de suite. Ah, mes slides... pardon. Il faut que je prenne le pli. On va planter le décor. Donc, je vous propose pour ça de vous mettre en situation. Et je vous propose 3 situations différentes. Première situation, vous êtes agence. Une agence, une belle agence qui travaille avec sérieux, qui met du cœur à accompagner ses clients. Et votre client vous écoute et vous demande de produire 800 textes, 2000 mots en 6 mois. On ne fait pas ça tous les jours quand même, en tant qu'agence. Challenge. Deuxième situation, vous êtes chez l'annonceur. Donc vous êtes dans un service marketing, informatique, SEO, et votre direction, pareil, écoute vos recommandations et vous demande d'être numéro 1 sur des requêtes ultra concurrentielles. Et pour ça, il a bien compris, la direction a bien compris que le nerf de la guerre, c'est quand même les contenus. Et donc, vous allez devoir produire, je vous le donne en 1000, 800 textes, 2000 mots en 6 mois. Troisième situation, vous êtes consultant web, consultant SEO, consultant tout court, et vous accompagnez différents clients dans différentes thématiques à qui vous faites des recommandations de stratégie SEO. Et de la stratégie SEO, nécessairement, vous allez être amené à parler à un moment donné de contenu. Et donc, votre client a validé votre magnifique stratégie qui propose de publier 800 textes, 2000 mots en 6 mois. Et évidemment, c'est à vous de piloter toute la stratégie, soit dit en passant. Donc, la bonne nouvelle, c'est que ça rapporte quand même un petit peu de business. Et on ne dit pas non, hein, on ne va pas se mentir, on n'est pas là pour faire du bénévolat. On a besoin de faire rentrer un petit peu l'argent dans la société, ce qui va peut-être vous permettre à la fin de l'année de vous payer une nouvelle voiture ou voire de vous prendre un séjour au soleil avec une plage de sable fin, la mer bleu turquoise allongée sur votre transat avec un cocktail de votre choix. Donc voilà, ça fait rêver. Donc on a envie d'y aller, on a envie de le faire. Mais comment je fais 800 textes, 2000 mots en 6 mois? Ça demande juste un tout petit peu d'organisation, un tout petit peu d'anticipation. Et voilà, c'est pour ça que je suis là aujourd'hui pour vous parler des coulisses de la rédaction web, parce que c'est ce qu'on fait, nous, pratiquement au quotidien. Donc j'espère que notre expérience va pouvoir vous être utile aujourd'hui. Je suis donc Zora Belmadi, je travaille chez Textbroker depuis à peu près 9 ans. Textbroker, c'est une plateforme de rédaction web qui a été fondée en 2005 avec un siège en Allemagne à Mainz, également aux États-Unis à Las Vegas. On a à peu près dans le monde entier 350 000 auteurs. On a rédigé plus de 10 millions d'articles depuis 2007. Voilà, donc c'est pas une petite structure, on va dire. Et donc aujourd'hui, je vais vous dévoiler les méthodes de gestion de projet que nous, on met en place et qui pourront vous être utiles, je l'espère, pour produire de grandes quantités de textes en un temps limité tout en conservant la qualité. Parce que le sujet, ça reste la qualité. On en a parlé toute la journée aujourd'hui. On a parlé de contenu EAT. Vous avez tous retenu ce que veut dire EAT. Donc, première chose à identifier dans cette stratégie de contenu, c'est qui sont les acteurs, qui sont les parties prenantes, de quoi parle-t-on? Votre client qui va vous demander de produire 800 textes en 6 mois, est-ce qu'il a les ressources en face pour le faire? Est-ce qu'il se rend compte, est-ce qu'il a conscience du travail que ça demande également chez lui? Il a besoin d'avoir des ressources, il a besoin d'avoir une équipe qui va envoyer les sujets des commandes, qui va envoyer le briefing avec la ligne éditoriale, qui va valider les textes, qui va les publier.
Donc, ça ne se fait pas tout seul. Il faut des gens derrière. Donc, si la personne déjà qui vous demande de publier 800 textes, 2000 mots en 6 mois, n'a pas les ressources, je vous conseille soit de lui faire comprendre l'ampleur du projet, soit de choisir un autre client. Donc, il faut identifier les personnes, les parties prenantes. Et ça va être la même chose chez vous. Alors, 800 textes de 1000 mots en 6 mois, on ne se rend pas compte. Mais c'est comme si, dans une entreprise, vous deviez livrer 6 palettes remplies de produits et que votre client, il est content, c'est ce qu'il vous a commandé. Vous arrivez, vous, avec vous aussi, semi-remorque chargée. Et en fait, l'entrepôt est petit, ça ne rentre pas. Donc, ça fait goulot d'étranglement, ça ne rentre pas. Donc, une envergure, un projet de cette envergure nécessite des moyens en face. Et ça va être la même chose de votre côté. Si c'est vous qui gérez le projet, c'est vous qui encadrez, vous allez devoir mettre en place les bonnes ressources humaines pour mener le projet. Donc, il va vous falloir peut-être recruter, peut-être sous-traiter, peut-être former des personnes qui vont mettre en place ce projet. Alors, la personne clé chez vous, ça va être le project manager. Le project manager, c'est quoi? C'est le chef d'orchestre, le chargé de projet. C'est un chef d'orchestre. C'est lui qui va mettre en musique tout ce monde-là. Il va être le lien entre le client, le donneur d'ordre, hein, celui qui commande les textes, et les acteurs. Donc les acteurs, ça va être les rédacteurs déjà, hein, c'est la matière première, les éditeurs, les head éditeurs, donc ceux qui sont au-dessus des éditeurs. Donc le chef d'orchestre, le project manager, c'est juste une personne hyper importante. Donc n'imaginez pas avoir un chargé de projet qui soit multitâche, multicompétences. Le chargé de projet, il ne va pas vous faire toute la stratégie éditoriale, la stratégie SEO, faire le graphisme de la société, faire la maintenance informatique, les photocopies et le café en même temps. Non, c'est une personne qui doit être consacrée à temps plein au projet de rédaction. En tout cas, à orchestrer le projet de rédaction. Sinon, il va s'arracher les cheveux. Même s'il a beaucoup de cheveux comme moi, ça reste utile. J'aimerais bien les garder. Deuxième chose hyper importante dans une stratégie comme celle-ci, le briefing. Le briefing de rédaction, si vous n'en avez jamais entendu parler, c'est le moment de prendre en photo tous les slides qui vont suivre. Le briefing de rédaction, c'est juste la pièce maîtresse dans une stratégie de contenu comme celle-ci. C'est la pierre angulaire du succès. Le briefing de rédaction, il faut y passer du temps. Alors, encore une fois, il faut garder en tête que sur une stratégie de cette envergure, vous allez devoir travailler avec plusieurs rédacteurs et non pas un ou deux. Donc la difficulté, vous l'imaginez, c'est de faire en sorte que l'ensemble de ces rédacteurs parlent d'une seule et même voix et aillent tous dans le même sens. Donc c'est ça le véritable challenge dans une stratégie comme celle-ci. Et donc le briefing de rédaction va permettre de faire en sorte que tous les rédacteurs comprennent le même message de la même manière. Vous allez pouvoir leur fournir des informations sur le ton, le style, la ligne éditoriale, et ça va leur permettre d'harmoniser ce qu'ils racontent à l'intérieur des textes, d'avoir des tons et styles qui soient harmonisés. Et tout ça, donc c'est ça, dans ce petit bout de papier que l'on appelle le briefing de rédaction. Donc c'est juste la base d'une collaboration réussie avec le client ou le donneur d'ordre. C'est une boîte à outils qui va vous permettre de mettre toutes les informations utiles au rédacteur. Encore un rôle clé dans ce projet, c'est le Head Editor. Donc nous, c'est ce qu'on a chez Textbroker. Hein. On a des chargés de projet, Head Editor, Editor. Le Head Editor, c'est lui qui va prendre le briefing de départ du client, parce qu'à la base, on a quand même un document. Donc le document qui nous est envoyé, généralement, parfois il est très opérationnel, mais généralement, il n'est pas assez opérationnel. Donc c'est le rôle du Head Editor de le rendre opérationnel, de le rendre utilisable, et de faire en sorte que les rédacteurs puissent vraiment s'appuyer dessus pour rédiger. Donc il va contrôler le briefing du client, il va le rendre plus clair, anticiper tous les points qui pourraient faire douter, il va synthétiser,
rassembler les ressources. Donc, soit ça va être des ressources données par le client, soit ça va être des ressources que lui-même a bâties. Il peut également construire des ressources pour faciliter le travail des rédacteurs. C'est son rôle, c'est son job. Et ben, c'est lui qui va faire finalement gagner du temps aux auteurs, aux éditeurs, voire même aux clients. Alors, je vais vous donner tout simplement une méthodologie pour rédiger ce fameux briefing de rédaction. C'est une méthodologie qui est faite en 5 points. Donc, ça paraît pas compliqué finalement, 5 points. Je pense que c'est faisable. Donc, premier point, on consulte les documents fournis. Deuxième point, on identifie les points clés de l'organisation. Troisième point, on répartit les informations et on liste les points qui restent à éclaircir. Enfin, on crée un template de rédaction qui va nous permettre de rédiger notre fameux briefing de rédaction. On consulte les documents fournis. Donc, les documents fournis, c'est divers et variés. On a des clients qui nous donnent des diaporamas, chartes éditoriales, des fiches techniques, des photos, des brandbooks. On a plusieurs échanges d'emails pendant tout le long du projet. Donc, en fait, dans les emails, il y a plein d'informations qui sont importantes. Donc, ça, c'est aussi le rôle du head editor, de faire le tri parmi tout ce qui s'est passé, tous les échanges qui ont eu lieu entre le moment où la commande a eu lieu et le moment où la commande va se mettre en place. Donc, c'est de synthétiser l'ensemble des informations. Vous pouvez aussi avoir un questionnaire préliminaire. Je vous ai mis un lien. Je pense que vous aurez la présentation. Donc, un questionnaire qui est une trame et que le client va vous renvoyer avec des informations de base. Ça s'appelle une prise de brief ou un kick-off call. Donc, le editor, ce qu'il va faire, c'est synthétiser, rassembler toutes ces informations, faire le tri et en ressortir vraiment l'essence la plus utile, les informations les plus essentielles pour le rédacteur, parce que le rédacteur a besoin de se concentrer sur sa mission de rédaction. Ce n'est pas à lui de faire le tri de l'ensemble des documents. Ça doit être préparé en amont. Cette synthèse va vous permettre ensuite d'identifier les points clés de l'organisation. Les points clés de l'organisation, finalement, il n'y en a que 4. C'est quels sont les rédacteurs que je vais utiliser, combien je vais en mettre dans mon équipe, la taille de mon équipe, combien je vais les payer. L'argent, c'est quand même important. Il faut savoir combien je vais payer mes auteurs, combien je vais payer mes éditeurs. Le timing, même si je sais que j'ai 6 mois, comment je vais faire pour livrer mes textes chaque semaine. Je vais cadencer, je vais commencer à planifier. Et puis, le format de livraison, comment je dois livrer mes textes. Est-ce que je dois livrer mes textes sur un format doc, sur un format Excel, sur un format partagé, autre format. Donc, il y a différents cas de figure en fonction de la demande des clients. Répartir les informations et lister les points à éclaircir. Donc, à partir de la synthèse de départ, on va pouvoir commencer à réaliser un plan du brief. On va pouvoir clarifier aussi certaines formulations du client. On voit parfois des briefs passer avec des clients qui nous disent les balises HTML ne sont pas obligatoires. Qu'est-ce que ça veut dire? Les balises HTML ne sont pas obligatoires. Est-ce que je dois les mettre ou est-ce que je ne dois pas les mettre? Ce n'est pas clair. Donc ça, c'est un exemple de formulation que le head editor doit clarifier. Oui, je mets les balises HTML ou non, je ne mets pas les balises HTML. Mais il n'y a pas de peut-être. Le rédacteur doit savoir exactement ce qu'il a à faire. Notez, donc il va probablement rester des informations manquantes. Ça arrive systématiquement. On n'a pas toutes les infos en main. Donc on les note. On note tout ce qui nous manque. Et puis, on va envoyer toutes les questions qui restent en suspens au project manager, donc le chargé de projet, vous vous rappelez la personne clé dans le projet, qui lui va faire le lien avec le client. Puis en attendant, il faut quand même peut-être commencer à travailler parce que 6 mois c'est court, donc on ne peut pas se permettre d'attendre tout de suite le feedback du client. Donc on va commencer à travailler avec un briefing qui est prudent, c'est-à-dire un briefing qui contient des informations les plus sûres, on est sûr de ne pas se tromper, donc on commence avec ça, quitte à modifier par la suite. Et à partir de tout ce qu'on a fait jusqu'à présent, on va pouvoir commencer à créer un template de rédaction. Donc ça, c'est méthode infaillible pour gagner du temps. Si vous n'utilisez pas, je ne sais pas si vous travaillez dans la rédaction des contenus, mais si vous n'utilisez pas de template, commencez aujourd'hui. Le template de rédaction, ça va vous faire gagner du temps. Donc un template, c'est quoi? Un template, c'est un modèle. Donc en fait, c'est, par exemple, si le client nous a demandé de rédiger un texte avec 5 paragraphes, vous allez bâtir une structure avec 5 paragraphes. Si le client a demandé des balises HTML, vous allez mettre dans tous ces paragraphes les balises HTML.
Si le client a demandé des mots-clés en strong, à l'intérieur des paragraphes, vous allez mettre des termes clés avec le strong indiqué à l'intérieur. Si le client a demandé une police de caractère de 12, vous allez mettre une police de caractère de 12, etc., etc. C'est un modèle qui, en fait, est utilisable directement par les rédacteurs. Donc, ils peuvent prendre le template et écrire directement à l'intérieur de ce template. Donc, au-delà du fait que ça va leur permettre d'avoir toutes les informations sur le projet, parce que les textes qu'il y a sur le template peuvent être des consignes de rédaction. On peut mixer le template avec le briefing. Et donc, au-delà du fait que c'est un support pour créer directement les textes dessus, ça va permettre à l'ensemble des rédacteurs de travailler sur un seul et même document et donc d'avoir des textes qui soient harmonisés. Tout le monde va travailler sur le même modèle. Et évidemment, ça peut être mis à jour au fur et à mesure des modifications en cours de projet parce que forcément, il va y en avoir. Et on en arrive enfin à la phase où on peut rédiger le briefing de rédaction. Donc là, pareil, vous pouvez prendre en photo si vous ne savez pas quoi mettre dans un briefing de rédaction. Si vous avez l'ensemble de ces 12 points, vous avez un bon brief. Vous avez 95% du brief de rédaction. Et vous pouvez commencer à travailler avec ça. Et si vous faites ça, ben voilà, ce sera comme si vous aviez rédigé des briefings de rédaction toute votre vie. Un peu comme à la maternelle, en fait, quand on vous demande de colorier sans dépasser. Donc c'est simple, mais ça prend un petit peu de temps au démarrage. Donc les rubriques les plus importantes, je vous les ai mis là, il y en a 12. Donc il faut toujours garder en tête que l'auteur n'a pas de contact direct avec le client. C'est très rare qu'il ait un contact direct. Souvent, il y a les intermédiaires, là, il y a le chargé de projet, il y a les éditeurs. Donc, comme il n'a pas de contact direct avec le client, il faut qu'on lui donne un minimum d'informations, et même, je dirais, un maximum d'informations synthétisées. Donc, l'introduction, le contexte. En quoi consiste la mission? C'est quoi les objectifs des textes? Le ton, la cible, à qui est-ce qu'on s'adresse? Les ressources, où sont mes ressources? Donc, il peut directement, dans le brief, aller piocher ses ressources. L'auteur n'est pas un expert SEO. Non, vous ne pouvez pas demander à l'intérieur d'un briefing de rédiger un texte en y mettant des mots-clés qui vont me permettre de ranker sur Google et d'être sur la première position. Non, l'auteur n'est pas un expert SEO. L'auteur a une très bonne connaissance du SEO, il sait rédiger, il connaît les règles globales, mais ce n'est pas un expert SEO. Ceux qui ont fait la stratégie SEO, ils sont intervenus en amont. Donc, toute la stratégie SEO, toutes les recommandations sur le SEO doivent faire partie du briefing en amont. C'est ce que vous indiquez sur la partie des mots-clés. Par exemple, quels sont les mots-clés que vous voulez faire apparaître dans le texte? Est-ce que c'est important pour vous? Est-ce que ça ne l'est pas? Est-ce que vous laissez libre le rédacteur ou pas? Ça doit être indiqué tout simplement clairement dans le brief. Est-ce qu'il faut une métadescription? Est-ce qu'il faut une title? Est-ce qu'il vous faut les balises HTML? Oui ou non? Tout ça doit être indiqué dans le brief. Et enfin, la structure. Donc là, je parlais d'harmonisation. C'est ce qui va vous permettre d'avoir des textes harmonisés. Et ce qui va éviter qu'il y ait un auteur qui vous envoie son texte en format Word, le deuxième qui vous envoie son texte en format OpenOffice, le troisième qui vous envoie son texte en format Linux, et à l'intérieur des textes, du bleu, du rouge, des petites fleurs, des petits cœurs, je ne sais pas. Donc, une structure du contenu clairement identifiée, un template dans la mesure du possible pour avoir 95% du brief efficace et faire gagner du temps à tout le monde. Et un contact à la fin, hein, parce que c'est toujours utile si le rédacteur a encore une question, qu'il puisse savoir à qui s'adresser. Ça paraît évident, mais parfois, on l'oublie. C'est les choses les plus simples qu'on oublie. La team. Alors, quand je parle de la team, je parle des auteurs. Hein. C'est la matière première, les auteurs. L'essence de la voiture coûte cher. La farine dans les crêpes. Moi, j'ai pas d'autres exemples. Donc la team, sélection et gestion des équipes d'auteurs, hyper important. Donc vous, votre objectif dans un projet comme celui-là, c'est d'avoir des auteurs qui soient disponibles, engagés, qualifiés. C'est le rêve. Donc, comment vous allez faire pour avoir des auteurs comme cela? Vous allez essayer de les identifier du mieux que vous pouvez et de les qualifier. Donc vous faites votre propre base de données d'auteurs
et vous les identifiez, vous recrutez, vous récoltez les informations sur l'auteur. Vous pouvez les contacter par message, par mail, mail, par téléphone, de manière à avoir en fait finalement une fiche profil de chaque rédacteur. Alors, pourquoi on fait tout ça? Pour avoir des textes de qualité, parce que c'est ça qu'on veut. Des textes EAT, Expertise, Authority, Trust. Un auteur, en moyenne, il va être capable de rédiger 1 à 2 textes de 1000 mots par jour. Alors, des textes où il faut rechercher de l'information, hein, des textes où il faut aller creuser un petit peu. Donc, 1 à 2 textes de 1000 mots par jour, voilà, c'est un rythme classique. C'est faisable. Ce qui représente environ 20 textes par mois. Donc 20 textes par mois, combien j'ai besoin de rédacteurs? 6 à 8 rédacteurs à peu près, temps plein. Est-ce que les rédacteurs travaillent tous à temps plein? Non, ils vont travailler une partie du temps. Donc il vous faut au moins une quinzaine de rédacteurs pour un projet comme celui-là. Donc 15 rédacteurs, si vous voulez, encore une fois, ne pas prendre feu dès les premières livraisons du texte, eh bien, il va vous falloir des rédacteurs de qualité. Alors, c'est quoi les critères de qualité? Là, je vous en donne quelques-uns, des critères de qualité. Donc, des textes exempts de fautes, ça paraît évident, mais ce n'est pas toujours le cas. Donc, il faut toujours tester les rédacteurs avant de les mettre sur le projet, donner-leur quelques textes à rédiger et vérifier si, effectivement, ils n'ont pas fait de fautes dans leur texte. C'est évident, on veut des textes de qualité, on ne peut pas se permettre d'avoir des fautes à l'intérieur. Donc, des textes exempts de fautes, un très bon style d'écriture, des auteurs disponibles, pareil, vous pouvez vérifier, hein, vous avez demandé un texte à rédiger sous une semaine, si au bout de 2 semaines, vous êtes toujours en train d'attendre votre texte, c'est qu'il n'est pas suffisamment disponible. Des auteurs qui s'investissent, des auteurs qui cherchent à s'améliorer au fur et à mesure, vous allez le voir, ils vont vous poser des questions, ils vont être curieux, etc. Et puis de la rigueur, de la collaboration avec toutes les parties prenantes, évidemment maîtriser le langage HTML et SEO. Donc c'est ça, des rédacteurs de qualité. Et c'est comme ça que vous pouvez vérifier que le rédacteur est de qualité. Alors parfois, on a de très très bons rédacteurs, très quali, ils font pas de fautes, ils ont super style, ils s'investissent, ils sont disponibles, parfait. Mais par contre, ils ne maîtrisent pas forcément tous les sujets. Et si vous avez un client qui a un sujet, une thématique un petit peu touchy, c'est le cas par exemple dans le domaine de la santé, où on a pas mal d'allégations de santé, où on ne peut pas dire n'importe quoi, où il faut être hyper prudent. Donc là, ça va demander de former le rédacteur. Alors, je ne parle pas de 3 textes par mois. On parle d'un projet quand même d'une certaine envergure. 800 textes, 2000 mots. Donc, ça vaut le coup de faire monter en compétence vos rédacteurs dans ces cas-là. Ça vaut le coup de les former. Et donc, comment on fait pour les former? Voilà, je vous explique comment nous, on fait. Vous pouvez peut-être l'appliquer. Donc, vous allez, par exemple, créer une équipe d'auteurs en formation. Une équipe d'auteurs en formation, concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que je vais payer mon auteur à un tarif ajusté. Il est en formation, il apprend. Donc voilà, il va avoir un tarif différent des autres. L'intégration progressive des consignes pour ces auteurs. C'est très compliqué sur un sujet qu'on ne maîtrise pas de donner toutes les consignes d'un coup, parce qu'il y a beaucoup de consignes, surtout dans le domaine de la santé. On a énormément de points de vigilance, des termes à ne pas utiliser, des termes où il faut être prudent. Donc le mieux, c'est d'intégrer progressivement l'ensemble des consignes pour ces auteurs et faire des feedbacks détaillés et individualisés pour chacun d'entre eux. Donc les feedbacks détaillés, ça peut être par exemple, je prends le texte du rédacteur, je note à l'intérieur avec des codes couleurs selon la gravité entre guillemets des choses que vous voyez à l'intérieur à corriger, et puis vous lui faites des remarques détaillées, donc pour chacune des choses que vous avez analysées, vous lui expliquez pourquoi ça doit être amélioré, pourquoi ça doit être dit de cette façon, et vous lui faites la version finale. Donc vous lui montrez l'exemple. C'est la meilleure façon de les former. Alors, à ce stade, normalement, vous êtes à peu près prêt. Vous avez un briefing qui est propre, un beau template de rédaction, vous avez une équipe que vous avez préparée, des auteurs que vous avez mis en formation, le client est prêt, il est sur les starting blocks, prêt à démarrer. Donc il va falloir commencer à planifier pour faire la mise en production. Donc on a 6 mois. Quand on a 6 mois, on ne reste pas en sous-marin pendant 5 mois et 29 jours.
Et puis, ben, le 30e jour, je livre 700, combien j'ai eu 800 textes. Le 30e jour, je livre 750 textes. Et le dernier jour, je livre les 50 textes restants. Voilà, ça, c'est ce qu'il ne faut pas faire. Donc, comment on fait pour le faire bien? Ben, on va être réaliste. On va prendre en compte les délais souhaités par le client. On va prendre en compte la capacité de nos auteurs, parce qu'on va leur demander à chaque auteur disponible de l'équipe quelle est leur capacité. C'est d'ailleurs ce qui va nous permettre de calibrer notre équipe, hein, de composer la bonne taille de l'équipe. Et on va prendre en compte le temps que ça va finir. Je suis dans les temps. Donc voilà, on va prendre en compte tout ça, hein, les besoins du client, avec la réalité de votre équipe. Et puis, ben, généralement, ce qui va se passer, c'est que vous allez avoir un lancement progressif pour ensuite monter en puissance et arriver à un rythme de croisière. C'est généralement ce qui se passe sur nos projets. Alors, il ne faut pas imaginer qu'on va lancer tout de suite sur 800 textes, 100 textes d'un coup. On va renvoyer 100 textes au client, il va nous faire son feedback et peut-être que dans le feedback, j'aurai les 100 textes à modifier entièrement. Donc ça, il ne faut évidemment pas faire. Ce qu'on conseille de faire, c'est d'y aller par étapes et de lancer une phase que nous on appelle la phase test, qui est une phase qui nous permet de calibrer le projet, d'ajuster la ligne éditoriale, d'ajuster l'équipe. Donc la phase test, elle est hyper importante. Elle va nous permettre de faire en sorte que le projet fonctionne. Donc il ne faut pas la négliger et c'est là où il va se passer beaucoup de choses finalement. Alors une phase test, ça peut être 5 textes, ça peut être 10 textes, ça peut être 20 textes. C'est un peu à vous de voir ce qui fonctionne le mieux avec votre client, mais en tout cas, c'est progressif, très progressif. Et pendant cette phase test, donc, on a généralement des questions, d'où l'importance du chargé de projet, parce qu'il va recevoir beaucoup de questions, des questions des éditeurs, des auteurs, des précisions du client, des abandons d'auteurs qu'il va falloir remplacer, il va falloir ajuster l'équipe, etc., etc. Donc ça va vous permettre, toute cette phase, de produire progressivement vos contenus. Donc là, c'est un exemple d'un client qui était dans le domaine de la santé, pour qui on a produit 150 textes par semaine, des textes de 900 mots, en l'occurrence, sur ce projet-là. Mais évidemment, on ne l'a pas fait du jour au lendemain. Donc on a commencé par faire 20 textes par semaine pendant 1 mois. Ensuite, on a fait 60 textes par semaine pendant 2 mois. Ensuite, on a fait 100 textes par semaine pendant 3 mois. Et ensuite, on a fait 150 textes, enfin, par semaine. Donc c'est progressif. Et le cycle continue. Donc ce qui se passe, c'est qu'on livre un lot au client qui nous fait son feedback. Du feedback, on va ajuster les textes, on va ajuster le briefing, on ajuste l'auteur, les équipes d'auteurs, les éditeurs. On ajuste parfois le process, parce qu'on se rend compte que finalement, c'était pas parfait, donc on ajuste et on relire un lot, etc., etc. Et ce qui va se passer, c'est que, au bout d'un moment, le plus court possible, on l'espère, il y a 0 feedback et le projet roule. Et vous pouvez aller au soleil, siroter votre cocktail sur la plage de sable fin avec une mer bleu turquoise. Alors, je vous ai donné en bonus des petites ressources téléchargeables sur notre site. Donc, le site, c'est textbroker.fr. Donc là, ce sont des guides qui sont bien faits, hein. Je vous conseille d'aller les voir. C'est comme des livres blancs. C'est très, très bien fait. Ça peut être des ressources utiles pour des rédacteurs ou pour des chargés de projet, des gens qui vont encadrer le projet. Produits, description de services, articles de blog, etc.